Qui es-tu? Où vas-tu? De qui parle-t-on? De quoi parle-t-on? S'ouvrir davantage à cet univers demande forcément un effort particulier. Un effort au niveau du regard, un effort au niveau de l'attention. Cela demande de reconnaître que ces gens ne sont pas toujours si différents de nous, d'autant plus qu'en l'occurrence, ce sont des gens qui nous côtoient déjà depuis plus de 600 ans. La représentation que nous nous faisons de cette population est souvent basée sur des préjugés et des stéréotypes. Depuis des siècles, tout un ensemble d'images s'est construit, développé, cristallisé, donnant lieu à la formation d'un réservoir de représentation sédimentée, dans lequel puise aussi bien celui qui rejette les Roms, je dis bien les Roms et j'y reviendrai pour une explication, que celui qui veut les assimiler. Chacun y trouve de quoi alimenter son discours et justifier son action. C'est de cet univers si proche de nous finalement dont je vais vous parler. De manière générale, on les appelle gens du voyage. C'est une appellation strictement administrative. Ça ne signifie pas grand-chose. Mais ceux dont je veux vous parler sont manouches du peuple Tsigane, peuple Rom. Mais c'est complexe car les Tziganes ne forment pas du tout un groupe homogène. Gens du voyage et Rom. L'amalgame est fait. Et on imagine très facilement qu'ils viennent de l'Est, d'autant plus que l'on associe aujourd'hui Rome et Roumanie. C'est complètement faux, c'est une grosse erreur, et j'y reviendrai. Déjà au XVe siècle, on les appelait Égyptiens. En Espagne, Égyptianos, Gitanos. Ça a donné Égyptiens en Angleterre et ça a donné Gitans en France. On les a appelés Bohémiens ou Sarrasins. Et cela permet de dire qu'ils ne sont pas d'ici, on les désigne d'une certaine manière comme étrangers. À partir du XVIIe siècle, on commence à parler de romanichels, mais le terme n'est pas juste puisqu'il s'agit des romanés-chavés, enfants des Roms, romanicelles, là aussi j'y reviendrai, et ce n'est pas romanichels. Romanicelles, filles des Roms, expression ethnologique. On parle également des Yéniches, mais les Manouches les surnomment les Paringrés. C'est bien ça? C'est ça. Ils sont différents parce qu'ils ne proviennent pas de groupes venant de l'Inde du Nord. Ils sont commerçants itinérants, semi-nomades et vraisemblablement juifs. La thèse se base sur les hébraïsmes de la langue yéniche et sur l'existence de similitudes non négligeables dans les noms de famille des deux communautés. Il y a d'autres thèses, je n'ai retenu que celle-là qui me semble le plus probable. Les Tziganes du monde entier ont proclamé le vendredi 28 juillet 2003 leur appartenance à une nation. Je dis bien une nation, pas un pays. La nation Rom, pour utiliser leur terminologie, un Rom signifiant une personne dans la langue indo-européenne, du même nom qui, avec leur culture, les fédère peu ou prou au-delà des frontières. En attendant une éventuelle réaction de l'ONU et d'autres organisations internationales, les Tziganes se plaisent à rappeler qu'ils possèdent déjà un hymne et un drapeau. Depuis 1971, ils vibrent au son de Jelem Jelem, un chant profond et émouvant. Jelem Jelem, Lugon, Dromenka, Maladilem, Bakstal Romenka. Je suis allé, sur les longues routes, j'ai rencontré des Tziganes heureux. Le drapeau, quant à lui, est séparé dans le sens horizontal en deux. Le haut est bleu, représentant la mer et le ciel. Le bas est vert, représentant la terre, les forêts. Et au centre, il y a une roue de roulotte. Elle est rouge, rouge comme le sang versé. Différents noms donnés aux Tziganes par eux-mêmes et par les Gadjés. Les Gadjés, c'est nous, les noms Tziganes, ou les Payos, ceux de la terre. Romano-Chavo, pluriel Romané-Chavé. Romano-Chavo, Chavo, fils. Ram, le héros de l'épopée
indienne Ramanaya, est parti en exil 1000 ans environ avant Jésus-Christ. Ceux des Rajpouts qui, après la défaite de Teraïm en 1192 après Jésus-Christ, ont préféré l'exil à la servitude et commencèrent à s'appeler Romané Chavé, fils de Ram. Romano-Chavo est le terme générique de tous les groupes tziganes, qu'ils soient Sinti, Manouche, Calais, Roma ou les Roms. Romano-Chavo, pluriel Romané-Chavé, homme tzigane, Romani-Chaï, pluriel Romané-Chaya, femme tzigane. Sinto, pluriel Sinti. Sindo, Sindien. Ce sont les habitants du Sindh, c'est l'actuel Pakistan. Ça a donné Sinto. Manouche, je dis bien Manouche, écrit en manouche. Nous on dit manouche, mais c'est Manouche. Pluriel Manushya. En sanskrit et en hindi signifie homme, être humain, qui vient aussi de la langue romani mnouche, qui signifie également homme et qui sert à désigner la moustache. Pour affirmer leur humanité, les Sinti commencèrent à s'appeler Manouche. Lorsque j'utilise des mots de la langue manouche, ils ne correspondent pas forcément à la langue que nos manouches de chez nous parlent. Il y a des différenciations selon les régions. Calo, pluriel Calais. Le fait de se nommer Rome suffisait souvent pour être livré à l'Inquisition, en Espagne notamment. Les Romains commencèrent à se nommer Calais par opposition aux blonds visigoths. Calo est un mot indo-arien qui signifie noir. Un mot que l'on retrouve à propos de Sansara. Kali. Kali, la noire. Sansara, la noire. Rome, pluriel Roma. Rome signifie époux et Romni, épouse. Pluriel Roma et Romna. Mais sur le plan ethnique, le pluriel Roma s'applique à l'ensemble des tziganes, hommes et femmes. Les Roms, au pluriel, les Roms, pas de variation, sont originellement des brahmanes émigrés en Roumanie, Moldavie et Valachie, où ils furent soumis à l'esclavage durant 5 siècles. Ils exerçaient différents métiers, Shurari, au coutelier, Lovari, au palefrenier ou maquignon, Ouzari, montreur d'ours, et d'autres noms en Hari. Le suffixe Hari indique les métiers exercés par les Roms. Les noms donnés par les Gadjés. Tziganes, avec un S, TS, parce que les Tziganes n'aiment pas que l'on mette un Z. Ce Z dans le nom de Tzigane leur rappelle quelque chose de très mauvais pour eux, bien évidemment, puisque ça rappelle le mot Zigeuner, et une période terrible pour eux. Ce mot Tzigane vient du grec atinganos, celui qui ne veut pas toucher ni être touché. Mais ce ne sont pas des Dalits, ce ne sont pas des intouchables, absolument pas. Cette attitude se rattache aux règles des castes supérieures de l'Inde pour préserver leur pureté rituelle. Gitans. Arrivé en Europe, la deuxième vague des immigrants tziganes inventa cette légende. Nous sommes des seigneurs égyptiens qui avons persécuté le peuple d'Israël et Dieu nous a condamnés à un éternel voyage. C'est ainsi que les Européens finirent par les appeler Égyptiens, Égyptiano, Gitano, Gitans. Il est dit également qu'à leur arrivée en Grèce, au IXe siècle, les Tziganes se sont regroupés dans le Péloponnèse au pied du mont Gypse. Par la suite, les voyageurs italiens appelèrent ce lieu la Petite Égypte. Leurs habitants étaient appelés Égyptiano. Le mot a donné Gitano en Espagne, puis Gitan en France, Égyptien en Grande-Bretagne, comme je vous l'ai dit. Et ça, c'est la réalité. Par contre, ce n'est pas une légende. Bohémien. Pourquoi bohémien? Parce que les premiers tziganes arrivés en France venaient de Bohême, d'où leur surnom. Et romanichel, ce mot est la francisation du terme tzigane romani-sel, peuple tzigane.
je vais basculer sur les migrations. Migration des Romanais chavés. Il y a actuellement environ 12 millions de Romanais chavés en Europe et 1,5 million environ dans l'Union européenne et 25 millions encore de Roma Banjara en Inde. Premier exode, moitié du 8e siècle à la fin du 9e siècle. Par suite de bouleversements climatiques, c'est l'exil des Kshatriyas sindhiens, l'actuel Pakistan. Ils fuient vers le golfe d'Oman, le golfe Persique, la Mésopotamie, qui est l'actuel Irak, les mers Noires et Égée, l'Anatolie, actuelle Turquie, et un demi-siècle plus tard, ils arrivent avec les légions romaines d'Orient en Grèce. Alain Régnier, anthropologue à Louvain, qui s'est beaucoup penché sur la question, explique pour sa part que les Tziganes proviennent pour l'essentiel du nord-ouest de l'Inde, une région qu'ils auraient quittée essentiellement vers le Xe siècle pour des motifs pas tout à fait définis, mais vraisemblablement liés à des invasions musulmanes. Deuxième exode, fin du XIIe et première moitié du XIIIe. En 1192, après la grande bataille de Teraïm contre les musulmans, les Rajputs quittent l'Inde du Nord par la zone transhimalayenne, Ladakh, Cachemire, Afghanistan, Iran, Caucase, Anatolie et Grèce. Au Ladakh, j'ai pu rencontrer ces gens qui avaient quitté le Sindh. Ce sont des nomades, là j'utilise le vrai terme de nomades, puisqu'ils sont éleveurs. Ils font de l'élevage et se déplacent au fur et à mesure pour nourrir les bêtes. Ça, c'est du nomadisme. Nos manouches n'ont jamais été nomades. C'est un mauvais terme. Et à cette frontière indo-pakistanaise, il existe encore un petit groupe qu'on appelle les Manganiyars. Ces Manganiyars sont des poètes musiciens. Il est vraisemblable que ces Manganiyars soient les mêmes que les Sinti. Peut-être que certains manouches en descendent. Peut-être que vos ancêtres étaient des Manganiyars. C'est peut-être pour cette raison que la musique a perduré. Mais la musique, j'y reviendrai tout à l'heure à peine, mais je l'explique longuement dans le livre, cette musique tzigane au départ n'est pas du tout la musique tzigane d'aujourd'hui. Parce qu'on n'utilise pas les mêmes gammes. Et cette musique s'est beaucoup transformée à partir de 1925 avec l'arrivée du jazz africain. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle du jazz manouche. C'est ainsi que les Kshatriyas sindhiens et les Rajputs de Delhi et de ses environs, en particulier du Rajasthan, forment ensemble un seul et même peuple, le peuple romano, dont les membres s'appellent eux-mêmes les Romanais chavés, littéralement fils de Ram. Troisième exode, à partir de l'Empire byzantin, Anatolie, Grèce, moitié du XIVe et entre le XVe et XVIe siècle sur l'ensemble de l'Europe. Et ensuite, le quatrième et dernier exode, à partir, je vous montre la carte, il y a une souris qui est extraordinaire là. On va y arriver, voilà. Donc c'est à partir de l'Europe et dispersion dans le monde du XVIIe au XXe siècle. Les quelques millions de Tziganes vivant en Europe sont les descendants des deux exodes à partir de l'Inde. Les Kshatriyas sindhiens, ceux du Sindh, les Sindhis, et les Rajputs, la caste des aristocrates. La langue tzigane, la romani shib, mot féminin par exception, est une langue indo-aryenne, soit un parent de sang du noble sanskrit. Ce qui permet d'en déduire de façon non contestable aujourd'hui que la romani shib est bien une langue indo-européenne. La romani shib est une langue aryenne qui a évolué dans un milieu indien, c'est-à-dire dravidien. Les langues baltes, vieux prussien, lituanien et letton,
appartenant au groupe des langues aryennes, ont formé dans l'Inde du Nord le sanskrit védique, puis le sanskrit classique. À côté de cette langue littéraire existait aussi le sanskrit parlé et les différents prakrits, langues naturelles selon les provinces. Mais l'Anno-Romani Chib révèle quelques surprises. Le vocabulaire d'origine sanskrite, notamment celui qui touche à l'habitat et aux animaux, évoque plutôt l'univers d'une société sédentaire. La maison, au caire. Le jardin, au bar. La terre, au fou. Le blé, au djiv. L'action de labourer, faravav, au fou. Littéralement, je casse la terre. Les termes qui renvoient à ce qu'on appelait le nomadisme sont massivement empruntés aux langues des populations rencontrées hors de l'Inde. Par exemple, la roulotte, au Vurdun, est un mot perse. Le cheval, au Grast, est arménien. La route, au Drum, est tirée de la langue grecque. Par contre, l'action de voyager, firav, est d'origine sanskrite. Est-ce que vous retrouvez des mots que vous parlez? Oui. Bon. Pour la route? Oui. Carlo, non? D'accord. Beaucoup. Drive, non? On commence à parler de nomades après le Premier Empire, en 1804. Et à la fin du 19e, sur le plan juridique, on attribue ce terme à ceux que l'on appelait bohémiens et romanichels. Ce terme de nomade est devenu particulièrement fort à partir de la loi de 1912, c'est Clémenceau, désignant ces populations à qui on va attribuer un carnet anthropométrique. Et l'on soupçonne alors le côté étranger de ces populations. On désigne au travers du mot nomade un mode de vie itinérante, mais aussi une incertitude quant au mode de revenu, des gens non insérés, absence d'insertion reconnue par l'administration. À partir de 1941, cette population nomade représente pour l'État une menace à la sécurité de la République. Tenez-vous bien. Et il va s'organiser une fixation de cette population dans des camps d'internement. Mais cela a commencé en 1914. Les Tziganes d'Alsace-Lorraine ont été transférés dans un camp à Crest, dans la Drôme. Ça laissait déjà imaginer ce qui allait se passer pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc à partir de 1941, ils sont regroupés en 30 camps jusqu'en 1946. C'est pas en 1945 qu'ils ont été relâchés. Les Tziganes internés à Limoges ont été transférés à Compiègne, puis en Allemagne, et n'en sont pas revenus pour la plupart. On appelle ça la Shoah pour les Juifs. Pour les Tziganes, c'est le Parajnov, qui signifie dévorer, ou le Samu d'Aripen. Les Tziganes vivant en Russie appellent ça le Kalitras, la terreur noire. On estime entre 300 et 500 000 Tziganes exécutés dans les camps. Ils sont commémorés le 2 août de chaque année, mais on en parle tellement peu. Ces internements et assignations à résidence ont modifié leur mode de vie, et chez certains d'entre eux, eh bien, le voyage n'a pas repris. Il y avait quand même en Allemagne une forme de contradiction, puisqu'ils voulaient éliminer les Juifs, et voulaient également s'occuper des Tziganes. Mais les Tziganes étaient de race aryenne, dénommés en tant que tels. Donc ça a quand même posé un problème. Donc au départ, il s'agissait simplement de camps d'internement, mais ça a dévié. On continue à les appeler gens du voyage, et c'est là un exercice sémantique pour ne plus parler de nomades, en globalisant les gens de la foire, les forains ou les gens du cirque, les circassiens. À partir de 1969, une nouvelle loi, et le carnet anthropométrique devient le livret de circulation. Pour comprendre un peu plus, il faut interroger la langue, plus précisément le langage, puisqu'il y a des termes que l'on retrouve dans différents pays d'Europe, en dehors de l'Europe, tels qu'en Iran et jusqu'en Inde, Rajasthan et Pakistan actuel. Cela détermine une route historique depuis le XVe siècle.
Nous pouvons dire aujourd'hui, et c'est ce que nous pensons, qu'une population a été déplacée du nord de l'Inde comme esclave vers les frontières de l'Empire byzantin. C'est l'Empire romain d'Orient installé dans les Balkans et la Turquie. Ces populations turcophones avaient des esclaves qui n'étaient pas des esclaves au sens où on l'entend aujourd'hui, d'une façon générale. Ils étaient des artisans et n'avaient aucun droit politique et ils suivaient les armées turques. On est dans le contexte du début des croisades. Cette population d'Igane va s'installer principalement dans la petite Égypte, la région du Péloponnèse, dans le sud de la Grèce. Une partie de ces Iganes est restée dans cette région. Une autre partie, scindée en deux, est remontée sur la Serbie et sur la Roumanie par la Bulgarie. En Roumanie, ils ont été à nouveau mis en esclavage, mais un esclavage libre. Ils étaient les esclaves des princes. Ils devaient payer un tribut pour pouvoir travailler, une sorte d'impôt annuel, et ont pu voyager. Les autres sont devenus les esclaves des abbayes, des seigneurs, et ont été astreints à la sédentarisation. Il y a donc deux sortes de mobilité. Une première liée à un déplacement de population mise en esclavage, et une seconde qui est liée à l'économie. Ceux qui sont partis de Grèce vers la Roumanie et qui ont pu échapper sont arrivés en Europe centrale et ont été pris sous la protection de l'empereur du Saint-Empire germanique Sigismond. Et ils arrivent forcément avec le titre de Bohémien. Dans l'Europe occidentale, ils se déplacent armés. Ce sont donc des militaires considérés comme des aristocrates. Il y a d'ailleurs eu des mariages avec des aristocrates en Bretagne. Dans les pays de l'Est, on a surtout affaire à une insertion économique forcée qui va amener les gens à être singularisés en fonction des métiers qu'on leur permet. Certains bougent et font la chaudronnerie, élèvent et vendent des chevaux, maîtrisent l'art vétérinaire, font le commerce de l'or, mais beaucoup sont journaliers, vanniers, forgerons, auxiliaires d'une société agraire. Ces populations étaient appelées donc par le type de métier qu'elles exerçaient. Ceux-là sont vanniers, forgerons, etc. Et sur leurs documents qui concernaient ces familles, dans leur dossier, on mentionnait Zigan. Exemple pour nos familles, Ziegler, Reinhardt, Weiss et même les chutes. Ziegler, en allemand et alsacien, est dérivé de Ziegel, qui signifie brique, tuile, avec le suffixe ER signifiant briquetier, tuilier. Tu ne le savais pas, Nandela? Reinhardt. Aujourd'hui, on dit Reinhardt. C'est Reinhardt, allemand et alsacien. Est dérivé du même prénom venant de l'ancien allemand Regina, Rat, conseil, et Arti, Herz, cœur. Reinhardt est aussi une forme alsacienne et lorraine de renard, nom de personne d'origine germanique, Raginhardt, composé de Ragin, conseil, et Hart, qui signifie dur et fort. Mon propre nom de famille, Richard, est d'origine allemande, Rick et Hard, commandant, dur et fort. Je n'ai pas commandé grand-chose. Weiss correspond à l'allemand et l'alsacien, Weiss, blanc. C'est un sobriquet qui désigne celui qui a les cheveux blancs. Ben, sinon, Weiss, on dit nous aussi. Comment tu dis? Blanc, on dit Weiss. Oui, voilà, c'est ça, bien sûr. Et ça, donc c'était un sobriquet, un surnom qui signifiait celui qui a des chevaux blancs. Chute désigne en allemand la mesure de blé, surnom probable de mesureur. Il s'agit là d'une identité d'état civil, mais le plus important, notamment pour les manouches, c'est l'identité de l'intimité. C'est le lap. Exemple, Keshta, Soliano, Nandela, Canada, etc. Une forme d'expression très récurrente dans leur activité langagière s'apparente à la paronomase, laquelle consiste à associer des mots proches dans le nom, mais de sens différents. Cette figure est très largement utilisée dans les modes de nomination manouche. En effet, chaque enfant
se voit attribuer à la naissance une double identité, celle de l'état civil et celle de l'intimité manouche. Dans le premier cas, il s'agit d'un prénom, celui qui sera mentionné sur l'acte d'état civil, ainsi que d'un patronyme. Et dans le second, il s'agit du LAP, L-A-P, appellation sous laquelle il sera désormais identifié au sein de la communauté. Il en résulte que tout manouche, à travers cette double identité, s'inscrit à la fois dans l'environnement social dominant et dans l'intimité manouche. À la différence des prénoms usuels, le LAP est un nom unique, toujours inventé et jamais hérité, car nul ne peut s'appeler comme un mort. Un tel phénomène touche bien d'autres sociétés, comme a pu le rappeler Lévi-Strauss dans La pensée sauvage, mais la manière dont les manouches l'abordent reste cependant singulière. Masquant le patronyme et n'étant jamais reproduit à l'identique, le LAP semble donc être seulement produit par les intentions et les goûts des parents proches de l'enfant. Dès lors, tout en maintenant en parallèle une identité de papier conforme aux usages en cours dans la société environnante, la nomination manouche diffère radicalement de la tradition chrétienne dominante. L'exemple que j'ai en tête, c'est Enrique, qui a joué de la guitare tout à l'heure, et c'est lui qui a trouvé le LAP de son neveu Soliano. C'est bien ça, Enrique. Voilà. Revenons un peu à la mobilité. Au XVIIe siècle, ces populations sont beaucoup contrôlées et lorsqu'elles sont déterminées comme bohémiennes, elles sont exclues vers les frontières. Louis XIV le fait très bien en les excluant vers les manufactures royales ou les galères. C'est ainsi que des villes comme La Rochelle ou Marseille sont devenues des villes de bohémiens simplement parce que les hommes étaient aux galères et les familles attendaient le retour. Dans d'autres pays d'Europe, ils sont assignés à la sédentarisation avec une disparition voulue de la culture, c'est-à-dire disparition de la musique, du chant, de la danse, de la langue, disparition des relations sociales, c'est-à-dire qu'ils doivent se fondre dans les populations locales. C'est notamment le cas en Espagne, en Autriche, où il y a eu des enlèvements d'enfants qui ont été conduits dans des centres d'éducation. L'exemple était pris sur la Suisse. Ces populations ont toutefois maintenu une culture forte liée par exemple au mariage et au sens de la famille. Et puis, eh bien, les Iganes, tout groupe confondu, se déploient dans l'Europe occidentale, ici et là, à la rencontre d'une clientèle, les 4G, hommes de la terre, dont ils connaissent les besoins et développent les activités complémentaires aux activités agraires. Ils deviennent donc vanniers, maquignons, éleveurs de chevaux, fabricants de parapluies, rémouleurs, ferblantiers, forgerons, ramassent des choses à un endroit pour les revendre ailleurs, et là c'est le démarrage de la ferraille. Et la mobilité se singularise en fonction de ces métiers, mais ils subissent toujours et encore aujourd'hui les lois et les regards extérieurs. Je vous remercie.
Aïe, non, là,